Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vais servir de speaker. De toute façon, je ne suis bon qu'à ça dans cette compagnie, donc autant y aller. Vous n'êtes pas sans savoir que le 30 septembre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le début de la saison pour le Grenier de Toulouse, à l'Escale de Tournefeuille, avec un spectacle qui a déjà fait ses preuves, il faut dire ce qu'il est, un vrai bijou, mis en scène par Stéphane Bach, joué par Laurent Colombert, L'étranger de Camus, un petit auteur qui monte. Ah bah oui, mais que 5 représentations, donc dépêchez-vous, il est urgent de réserver, comme on dit. Bien, alors on s'est dit, pour l'occasion, qu'est-ce qu'on ferait pas? Est-ce qu'on plongerait pas un petit peu dans l'univers de Camus, hein? Tous les comédiens et les comédiennes du Grenier de Toulouse liraient un petit peu de temps en temps des extraits d'œuvres de Camus. Ça serait intéressant, ça, dites donc. Bon, alors on va commencer dès maintenant, avec honneur au maestro qui va débuter la saison, avec Laurent Colombert, qui va vous lire la première partie du discours de Stockholm, écrit par Camus lorsqu'il a reçu, évidemment, en 1957, le prix Nobel de littérature. Alors, je vous laisse en sa compagnie. Moi, je vous dis rendez-vous plus tard pour une petite lecture, parce qu'on m'interdit de chanter. Alors, je vais vous faire une lecture. Beaucoup moins rigolo, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien, eh bien, écoutez, bonne soirée. Rendez-vous donc dès le 30 septembre pour L'étranger de Camus à l'Escale de Tournefeuille. À très vite. En recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup, seul et réduit à lui-même, au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur, à l'heure où en Europe d'autres écrivains, parmi les plus grands, sont réduits au silence, et dans le même temps où sa terre natale connaît un malheur incessant? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu, en somme, me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui, en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu dans des circonstances les plus contraires, tout au long de ma vie, l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise, aussi simplement que je le pourrais, quelle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas, à mes yeux, une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul, privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'il consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois, du moins, qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l'art.
Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscures ou provisoirement célèbres, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera, à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression.